Avant que le dernier empereur chrétien de Constantinople ne monte sur les remparts pour mourir l'épée à la main, avant que les canons les plus gigantesques jamais fondus ne réduisent en poussière des murailles vieilles de 1000 ans, avant que le jeune sultan de 21 ans ne chevauche à travers les portes brisées d'une ville que personne n'avait réussi à prendre depuis plus de 8 siècles, il y avait une certitude, partagée par presque tout le monde chrétien et musulman: Constantinople ne pouvait pas tomber. Les murs étaient trop épais, la position était trop forte, la ville était protégée par Dieu lui-même, ou par Allah, selon le camp où l'on se trouvait. Et pourtant, en 53 jours, tout a basculé. Comment un adolescent que personne ne prenait au sérieux a-t-il pu accomplir ce que des dizaines de généraux, de califes et de sultans avaient échoué à réaliser pendant des siècles? Pourquoi l'Europe, qui disposait de flottes, d'armées et de richesses considérables, n'a-t-elle presque rien fait pour sauver la ville qui avait été pendant plus de 1000 ans le bouclier oriental de la chrétienté? Que s'est-il réellement passé dans les semaines qui ont précédé l'assaut final, dans ces nuits où les défenseurs regardaient les feux de camp ottomans s'étendre à l'infini, où les femmes priaient dans des églises à moitié vides, où les marins génois calculaient leurs chances de survie? Et surtout, qu'est-ce que la chute de Constantinople a véritablement changé dans le cours du monde, au-delà du symbole, au-delà du deuil, au-delà de la légende? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un siège militaire, elle est celle d'un basculement de civilisation, d'un transfert de puissance entre deux mondes, d'une fracture dans la mémoire collective de l'Europe et du Proche-Orient qui n'a jamais été entièrement refermée. Elle est aussi l'histoire d'un jeune homme obsédé par un rêve, et d'un vieil empire qui avait oublié comment se battre. Pour comprendre ce qui s'est passé le 29 mai 1453, il faut d'abord revenir en arrière, bien en arrière, et regarder ce qu'était Constantinople dans les décennies qui ont précédé sa chute. Il faut sentir l'air de cette ville, marcher dans ses rues, entendre le son de ses cloches et le murmure de ses marchés, voir la lumière dorée de ses mosaïques et l'ombre de ses ruines. Au milieu du XVe siècle, Constantinople est une ville fantôme habitée par des vivants. C'est une cité qui a été conçue pour abriter un demi-million d'âmes, mais qui n'en compte plus que 40 ou 50 000. Ces murailles immenses, les fameuses murailles théodosiennes, encerclent un espace qui est aux trois quarts vide. Entre les quartiers encore peuplés, il y a des champs cultivés, des vergers, des jardins potagers, des ruines de palais, des monastères désertés, des citernes à ciel ouvert où l'eau stagne et où les grenouilles coassent la nuit. Les grandes avenues de l'époque justinienne, qui menaient autrefois à l'hippodrome et au Grand Palais, sont devenues des chemins de terre battue bordés de maisons en bois. Le Grand Palais lui-même, qui avait été pendant des siècles la résidence des empereurs, est en ruine. Les toits se sont effondrés, les mosaïques s'écaillent sous la pluie. Des chèvres broutent dans les salles d'audience où les ambassadeurs de Bagdad et de Rome avaient autrefois attendu d'être reçus. L'empereur réside désormais au palais des Blachernes, dans le coin nord-ouest de la ville, près des murailles terrestres. C'est un bâtiment plus modeste, plus facile à chauffer, plus facile à défendre. La cour est réduite à quelques dizaines de personnes. Les cérémonies, qui avaient autrefois impliqué des centaines de dignitaires vêtus de soie et d'or, sont devenues des affaires simples, presque intimes. L'empereur porte encore la pourpre, mais ses coffres sont vides. Il emprunte de l'argent aux marchands vénitiens et génois qui tiennent les quartiers commerciaux de la ville. Il négocie avec le sultan ottoman comme un vassal négocie avec son suzerain, avec prudence, avec déférence, en essayant de gagner du temps. La ville vit dans un entre-deux étrange. Elle est encore officiellement la capitale de l'Empire romain d'Orient, un titre qui remonte à Constantin le Grand, qui l'a fondé en 330 après notre ère. Mais cet empire n'est plus qu'une fiction géographique. Il ne contrôle que Constantinople elle-même, une bande côtière dans le Péloponnèse et quelques îles. Tout le reste, l'Anatolie, les Balkans, la Grèce du Nord, la Thrace, appartient aux Ottomans depuis des décennies.
Constantinople est une île chrétienne dans un océan musulman, reliée au reste de la chrétienté uniquement par la mer, et cette mer elle-même est de plus en plus contrôlée par la flotte ottomane. Mais il serait faux de penser que les habitants de Constantinople vivaient dans un désespoir permanent. Les êtres humains s'adaptent à presque tout. Les marchés fonctionnent encore. Les pêcheurs sortent chaque matin dans la Corne d'Or et dans la mer de Marmara. Les artisans fabriquent encore des objets d'une qualité remarquable. Les églises sont ouvertes, les prêtres célèbrent la liturgie, les moines copient des manuscrits. Il y a des tavernes où l'on boit du vin et où l'on joue aux dés. Il y a des enfants qui courent dans les rues. Il y a des amours, des querelles de voisinage, des disputes sur les prix du poisson. La vie continue, comme elle continue toujours, même à l'ombre de la catastrophe. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est la vie intellectuelle de la ville à cette époque. Constantinople, même diminuée, reste un centre de savoir. Les bibliothèques contiennent encore des manuscrits grecs anciens que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des érudits comme Georges Gémiste Pléton, Bessarion et Georges de Trébizonde ont déjà commencé à transmettre le savoir grec à l'Italie, alimentant ce qui deviendra la Renaissance. La ville est un pont vivant entre l'Antiquité et la modernité, entre l'Orient et l'Occident, et c'est précisément ce pont qui est sur le point de se briser. Maintenant, il faut parler de l'homme qui va tout changer. Mehmed est né le 30 mars 1432 à Edirne, la capitale européenne de l'Empire ottoman. Il est le troisième fils du sultan Murad le II, mais les deux premiers sont morts, ce qui fait de lui l'héritier du trône. Sa mère est probablement une concubine d'origine incertaine, peut-être slave, peut-être grecque. Les sources ne s'accordent pas. Ce qui est certain, c'est que Mehmed a grandi dans un monde de violence politique, de complots et de rivalités fratricides. Son père, Murad le II, est un homme complexe. C'est un guerrier compétent qui a consolidé les conquêtes ottomanes en Europe et en Anatolie, mais c'est aussi un homme qui aspire à la paix, à la poésie, à la contemplation. À deux reprises, Murad a tenté d'abdiquer en faveur de son fils pour se retirer dans une vie de méditation et d'étude. À deux reprises, les crises politiques l'ont rappelé au pouvoir. Ces abdications avortées ont profondément marqué le jeune Mehmed. Lorsqu'il a été placé sur le trône pour la première fois, à l'âge de 12 ans, les vizirs et les généraux l'ont traité avec un mélange de condescendance et de mépris. Ils le considéraient comme un enfant, un pion, un sultan de façade derrière lequel ils pouvaient gouverner à leur guise. Mehmed n'a jamais oublié cette humiliation. Il y a un épisode qui illustre parfaitement le caractère du jeune prince. Lorsque Murad a repris le pouvoir après la première abdication, Mehmed a été envoyé à Manisa, en Anatolie, pour gouverner une province. C'était une forme d'exil déguisé en apprentissage. Là, loin de la cour, entouré de précepteurs choisis par son père, Mehmed a commencé à se forger une personnalité qui allait surprendre tout le monde. Il étudiait le grec, le latin, le persan, l'arabe. Il lisait les récits des conquêtes d'Alexandre le Grand avec une fascination qui dépassait la simple curiosité scolaire. Il collectionnait des cartes, des plans de fortification, des traités de balistique. Il posait des questions sur les murailles de Constantinople à quiconque avait voyagé dans la région. Et surtout, il gardait le silence sur ses ambitions. Quand on parle de la personnalité de Mehmed, il faut résister à la tentation de la simplification. Il n'était ni un barbare sanguinaire, comme l'ont dépeint les chroniqueurs chrétiens, ni un héros sans faille, comme l'a célébré la tradition ottomane. C'était un homme d'une intelligence redoutable, d'une culture remarquable et d'une ambition sans limite. Mais aussi un homme capable de cruauté froide, de paranoïa et de décisions brutales. Il parlait au moins 6 langues. Il s'intéressait à la philosophie, à la peinture, à l'architecture. Il était passionné de cartographie et de géographie.
Mais il était aussi capable de faire exécuter un vizir sur un soupçon, de massacrer une garnison qui s'était rendue après promesse de clémence, de faire empaler des prisonniers pour terroriser un ennemi. Cette dualité n'est pas une contradiction. Elle est le produit d'un système politique où la survie dépendait de la capacité à inspirer à la fois l'admiration et la terreur. Les sultans ottomans ne régnaient pas par droit divin héréditaire au sens européen du terme. Ils régnaient parce qu'ils étaient capables de conquérir, de gouverner et de maintenir l'obéissance d'une aristocratie militaire extrêmement puissante et extrêmement dangereuse. Un sultan faible ne survivait pas longtemps. Mehmed le savait mieux que quiconque, lui qui avait vu son propre père rappelé au pouvoir parce que les janissaires ne voulaient pas d'un enfant sur le trône. Les janissaires. Il faut s'arrêter un instant sur cette institution, parce qu'elle est au cœur de la machine militaire qui va prendre Constantinople. Le corps des janissaires est l'une des créations les plus extraordinaires et les plus troublantes de l'histoire militaire. Ce sont des soldats d'élite, fanatiquement loyaux au sultan, entraînés depuis l'enfance pour le combat. Mais leur origine est un paradoxe moral. Ils sont recrutés par le système du Devshirme, une collecte périodique d'enfants chrétiens dans les provinces balkaniques de l'Empire. Des garçons, généralement âgés de 8 à 15 ans, sont arrachés à leur famille, convertis à l'islam et soumis à un entraînement militaire et religieux d'une rigueur extrême. Ils n'ont pas le droit de se marier, pas le droit de posséder des biens, pas le droit d'exercer un métier. Leur seule identité est celle de soldats du sultan. Ce système, qui nous apparaît aujourd'hui comme une forme d'esclavage institutionnalisé, était perçu de manière ambiguë par les contemporains. Pour les familles chrétiennes, c'était évidemment un déchirement. Mais certaines familles pauvres voyaient dans le devshirme une forme d'ascension sociale pour leurs enfants, puisque les janissaires pouvaient accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Certains grands vizirs ottomans étaient d'anciens enfants chrétiens recrutés par ce système. L'Empire transformait ces sujets conquis en instruments de sa propre expansion, et cette alchimie humaine était au cœur de sa puissance. Au moment où Mehmed accède définitivement au trône, en février 1451, après la mort de son père Murad le II, l'Empire ottoman est déjà une puissance formidable. Il s'étend de l'Anatolie orientale jusqu'aux Balkans, englobant la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, une partie de l'Albanie et de la Bosnie. Sa capitale administrative est Edirne, en Thrace, à quelques jours de marche de Constantinople. Son armée est la plus nombreuse et la mieux organisée d'Europe. Sa flotte, bien que moins puissante que celle de Venise et de Gênes, se développe rapidement. Et au centre de tout cela, il y a un jeune homme de 19 ans qui brûle d'une seule ambition. La première chose que fait Mehmed en devenant sultan est de rassurer tout le monde. Il renouvelle les traités de paix avec Venise, avec la Hongrie, avec les principautés des Balkans, avec l'empereur byzantin Constantin le XIe. Il se montre poli, conciliant, presque effacé. Les diplomates européens rapportent à leur gouvernement que le nouveau sultan est un jeune homme inoffensif, plus intéressé par les livres que par la guerre. C'est exactement l'impression que Mehmed veut donner. Pendant que les ambassadeurs rédigent leurs rapports rassurants, le sultan planifie en secret la plus grande opération militaire de son époque. Il y a un mythe tenace selon lequel la chute de Constantinople était inévitable, que l'Empire byzantin était de toute façon condamné, que les Ottomans n'avaient qu'à cueillir un fruit mûr. Ce mythe est commode, mais il est faux. Constantinople avait déjà résisté à de nombreux sièges au cours de son histoire. Les Arabes avaient essayé en 674 et en 717, sans succès. Les Bulgares avaient essayé. Les Russes avaient essayé. Même les croisés, en 1204, n'avaient réussi à prendre la ville que grâce à une trahison intérieure et à un concours de circonstances extraordinaires. Et leur occupation avait été un désastre qui avait affaibli l'Empire au point de ne jamais s'en remettre complètement. Les murailles théodosiennes, construites au Ve siècle,
étaient considérées comme les plus puissantes fortifications du monde. Elles avaient résisté à tout: béliers, catapultes, tours de siège, tunnels, assauts de masse. Aucune armée n'avait jamais réussi à les percer par la force. Mehmed le savait, et c'est précisément pour cela qu'il a cherché une arme nouvelle, une arme qui changerait les règles du jeu. Cette arme, c'est le canon. L'artillerie à poudre existe en Europe et au Proche-Orient depuis le XIVe siècle. Mais les canons de cette époque sont des engins relativement petits, imprécis, sujets à des explosions accidentelles et généralement plus dangereux pour leurs servants que pour l'ennemi. Ce qui va changer, c'est l'arrivée d'un homme dont le nom est resté dans l'histoire: Orban. C'est un fondeur de canons hongrois, peut-être d'origine allemande selon certaines sources, un ingénieur itinérant qui vend ses services aux plus offrants. Orban s'est d'abord présenté à Constantinople pour proposer ses talents à l'empereur Constantin le XIe. Mais l'empereur n'avait pas les moyens de le payer. Les caisses étaient vides. Le trésor impérial pouvait à peine financer l'entretien des murailles. Orban est alors allé voir Mehmed, qui l'a accueilli avec enthousiasme, lui a offert un salaire 4 fois supérieur à ce qu'il demandait et lui a posé une seule question: pouvez-vous construire un canon capable de détruire les murailles de Constantinople? Orban a répondu oui. Et il a tenu parole. En quelques mois, dans les fonderies d'Edirne, il a construit un monstre de bronze de plus de 8 mètres de long, capable de tirer des boulets de pierre pesant environ 600 kg. Le recul était si violent qu'il fallait des heures pour repositionner le canon après chaque tir. Le bruit de la détonation s'entendait à des kilomètres. Lorsque Mehmed a fait tester le canon devant les murs d'Edirne, la population a été prise de panique. On raconte que des femmes enceintes ont fait des fausses couches à cause du choc sonore. Ce canon, que les sources appellent parfois la basilique, allait devenir le symbole d'une nouvelle ère dans l'art de la guerre. Mais Mehmed ne comptait pas uniquement sur l'artillerie. Sa préparation était méthodique, presque maniaque dans son attention aux détails. Pendant l'hiver 1452 et 1453, il a fait construire une forteresse sur la rive européenne du Bosphore, à l'endroit le plus étroit du détroit, en face d'une forteresse plus ancienne, construite par son arrière-grand-père Bayezid Ier sur la rive asiatique. Cette nouvelle forteresse, appelée Rumeli Hisari, le château d'Europe, a été construite en 4 mois seulement, un exploit logistique stupéfiant pour l'époque. Elle permettait aux Ottomans de contrôler tout le trafic maritime entre la mer Noire et la Méditerranée. Tout navire passant par le Bosphore pouvait désormais être canonné depuis les 2 rives. Constantinople était coupée de ses approvisionnements en blé venant de la mer Noire. L'empereur Constantin le XIe a protesté. Il a envoyé des ambassadeurs à Mehmed pour demander des explications. Le sultan a fait exécuter les ambassadeurs. Le message était clair: la diplomatie était terminée. Constantin le XIe paléologue est l'autre protagoniste de cette histoire, et c'est un homme qui mérite qu'on s'arrête sur son parcours. Il est né en 1404-5, 8e des 10 enfants de l'empereur Manuel le II. Il n'était pas destiné à régner. Plusieurs de ses frères aînés avaient des prétentions plus fortes au trône. Mais la mort, la maladie et les conflits fratricides ont éliminé les autres prétendants un par un. Constantin est devenu empereur en 1449, à l'âge de 44 ans, dans des circonstances presque accidentelles. C'était un homme d'une dignité remarquable, courageux, consciencieux, mais sans les ressources nécessaires pour affronter la tempête qui se préparait. Il avait passé une grande partie de sa vie dans le Péloponnèse, où il avait gouverné le despotat de Morée avec une compétence relative, menant des campagnes militaires contre les Turcs et les seigneurs locaux avec des résultats mitigés. Il connaissait la guerre, mais il connaissait aussi ses limites. Et il savait, probablement mieux que quiconque, que Constantinople ne pouvait pas tenir sans aide extérieure.
Le problème de l'aide extérieure est au cœur du drame. L'Europe chrétienne était théoriquement unie par la foi commune et par la conscience du danger ottoman. En pratique, elle était divisée par des rivalités nationales, des guerres internes, des querelles dynastiques et des calculs commerciaux. La France et l'Angleterre se remettaient à peine de la guerre de Cent Ans. Les royaumes ibériques étaient absorbés par la Reconquista. Le Saint-Empire romain germanique était paralysé par les conflits entre l'empereur et les princes. La Pologne et la Hongrie, qui étaient les puissances les plus directement menacées par l'expansion ottomane, avaient subi une défaite catastrophique à Varna en 1444, où le roi Vladislav de Pologne et de Hongrie avait été tué, et elles n'avaient ni la volonté ni les moyens de tenter une nouvelle aventure. Restaient Venise et Gênes, les deux grandes puissances maritimes de la Méditerranée. Mais Venise et Gênes avaient des intérêts commerciaux considérables dans l'Empire ottoman. Elles avaient des comptoirs à Constantinople même, dans les quartiers de Péra et de Galata, de l'autre côté de la Corne d'Or. Elles commerçaient avec les Turcs, vendaient des armes aux Turcs, achetaient de la soie et des épices aux Turcs. Une guerre ouverte contre le sultan risquait de ruiner leur commerce. Elles étaient prêtes à envoyer quelques navires, quelques centaines de soldats, peut-être quelques canons, mais pas à s'engager dans une guerre totale pour sauver un empire moribond. Et puis il y avait la question religieuse, qui compliquait tout. Depuis le grand schisme de 1054, l'Église d'Orient et l'Église d'Occident étaient séparées. Les tentatives de réunification, notamment au Concile de Florence en 1439, avaient échoué dans les faits. L'union avait été proclamée sur le papier, mais la population de Constantinople la rejetait massivement. Pour le peuple byzantin, accepter la soumission au pape de Rome était une trahison de la foi orthodoxe, une humiliation pire que la conquête turque elle-même. Un haut dignitaire byzantin, Loukas Notaras, le grand-duc et commandant de la flotte, aurait prononcé une phrase restée célèbre. Il vaudrait mieux voir le turban du sultan au milieu de la ville que la mitre du cardinal latin. Cette phrase, qu'elle ait été réellement prononcée ou non, résume le sentiment d'une grande partie de la population. Constantin le XIe, qui était personnellement favorable à l'union avec Rome parce qu'il savait que c'était la seule façon d'obtenir l'aide militaire de l'Occident, se trouvait donc pris entre deux feux. S'il proclamait l'union, il risquait une révolte populaire à l'intérieur de sa propre ville. S'il ne la proclamait pas, il perdait tout espoir d'aide occidentale. Il a finalement choisi un compromis boiteux. Une messe d'union a été célébrée à Sainte-Sophie en décembre 1452, en présence du cardinal Isidore de Kiev, envoyé du pape. Mais la cérémonie a été boycottée par une grande partie du clergé et de la population. Les églises unionistes étaient presque vides. Les moines anti-unionistes prêchaient dans les rues que Constantinople serait sauvée par un miracle de la Vierge, pas par les hérétiques latins. L'atmosphère dans la ville, en cet hiver de 1452, était un mélange toxique de peur, de défi, de fanatisme religieux et de fatalisme. Pendant ce temps, Mehmed rassemblait ses forces. Les estimations varient selon les sources, mais la plupart des historiens modernes s'accordent sur un chiffre d'environ 70 000 à 80 000 soldats, auxquels il faut ajouter des milliers d'ouvriers, de sapeurs, de marins et de servants d'artillerie. La flotte comprenait environ 120 à 150 navires de différentes tailles. L'artillerie comprenait le fameux canon géant d'Orban, mais aussi des dizaines de pièces plus petites capables de tirer des boulets de 50 à 200 kg. Face à cette armée, Constantin disposait d'environ 7000 défenseurs, peut-être 8000 en comptant les civils armés. Parmi eux, environ 2000 étaient des étrangers, des Vénitiens, des Génois, des Catalans, des Castillans et quelques autres volontaires venus de différentes régions d'Europe. Le contingent le plus remarquable était celui mené par Giovanni Giustiniani Longo.
un noble génois qui était arrivé en janvier 1453 avec environ 700 soldats bien équipés. Giustiniani était un expert en défense de fortifications, et Constantin lui a immédiatement confié le commandement du secteur le plus vulnérable des murailles, la partie terrestre qui faisait face à l'armée ottomane. 7 000 contre 80 000, 1 contre 10 approximativement. Les défenseurs avaient les murailles, l'avantage du terrain, la motivation du désespoir. Les assaillants avaient le nombre, l'artillerie et le temps. Qui allait l'emporter? Le siège a officiellement commencé le 6 avril 1453, lorsque l'armée ottomane a pris position devant les murailles terrestres de Constantinople, sur une ligne d'environ 6 km, allant de la Corne d'Or à la mer de Marmara. Mehmed a installé son quartier général face à la porte Saint-Romain, le point le plus vulnérable des défenses, là où la vallée du petit fleuve Lycus crée une dépression dans le terrain qui affaiblit la position des murailles. C'est là que le canon géant d'Orban a été placé. Les premiers jours du siège ont été consacrés à la mise en batterie de l'artillerie et au creusement de tranchées. Le bombardement a commencé le 12 avril. L'effet psychologique a été dévastateur. Les défenseurs avaient l'habitude des sièges, des catapultes, des béliers. Mais le son d'un boulet de pierre de 600 kg frappant une muraille de Milan est quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait jamais entendu. La terre tremblait. La poussière s'élevait en nuages épais. Des morceaux de maçonnerie volaient en éclats. Les défenseurs qui se trouvaient sur les remparts étaient projetés au sol par l'onde de choc, même lorsque le boulet n'atteignait pas leur section. Mais les murailles ont tenu. C'est un point important que les récits dramatiques ont tendance à négliger. Les canons ottomans causaient des dégâts considérables, mais les défenseurs réparaient les brèches chaque nuit. Ils travaillaient dans l'obscurité, hommes, femmes et enfants, empilant des sacs de terre, des poutres de bois, des tonneaux remplis de sable, des morceaux de pierre récupérés dans les ruines, tout ce qui pouvait combler un trou. Le matin, quand le bombardement reprenait, les Ottomans découvraient que les dégâts de la veille avaient été en grande partie réparés. C'était un travail de Sisyphe, épuisant, dangereux, mais efficace. La muraille intérieure, la plus épaisse, n'a jamais été complètement percée par l'artillerie seule. Le canon géant d'Orban, en particulier, s'est révélé moins décisif que prévu. Il ne pouvait tirer que 7 coups par jour, en raison du temps nécessaire au rechargement et au refroidissement. Sa précision était médiocre. Et après quelques semaines de tirs intensifs, le bronze a commencé à se fissurer. Orban lui-même est peut-être mort pendant le siège, tué par l'explosion de l'un de ses propres canons, bien que les sources soient contradictoires sur ce point. Mehmed a donc dû recourir à d'autres méthodes. Il a essayé les tunnels. Les sapeurs ottomans, principalement des mineurs serbes et saxons, ont creusé des galeries souterraines pour atteindre les fondations des murailles et les faire s'effondrer. Mais les défenseurs avaient un atout inattendu. Un ingénieur écossais nommé Johannes Grant, qui était expert en contre-mines. Grant a placé des récipients d'eau sur le sol à l'intérieur des murailles. Lorsque l'eau commençait à vibrer, cela indiquait qu'un tunnel était en cours de creusement en dessous. Les défenseurs creusaient alors un contre-tunnel, pénétraient dans la galerie ennemie et la détruisaient par le feu ou l'inondation. Plusieurs tentatives de sape ont été ainsi déjouées. Mehmed a aussi essayé les tours de siège. Des structures en bois géantes, recouvertes de cuir mouillé pour résister au feu, ont été poussées vers les murailles. Mais les défenseurs les ont incendiées avec du feu grégeois, cette arme incendiaire mystérieuse dont la composition exacte reste inconnue, mais qui brûlait même sur l'eau et dont la chaleur était terrifiante. Les tours se sont embrasées comme des torches dans la nuit, et les soldats à l'intérieur ont péri dans les flammes. Puis il y a eu la bataille navale. C'est l'un des épisodes les plus remarquables du siège, et il est souvent sous-estimé.
La Corne d'Or, le bras de mer qui borde Constantinople au nord, était protégé par une énorme chaîne de fer tendue d'une rive à l'autre. Cette chaîne empêchait les navires ottomans d'entrer dans la Corne d'Or et d'attaquer la ville par le nord, où les murailles maritimes étaient plus faibles que les murailles terrestres. La chaîne était un dispositif simple mais extrêmement efficace, et Mehmed n'avait aucun moyen de la briser. Le 20 avril, un convoi de 4 navires, 3 galères génoises chargées de provisions et un transport byzantin est arrivé de la mer Égée. La flotte ottomane, forte de plus de 100 navires, a tenté de les intercepter dans la mer de Marmara. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié les deux camps. Les 4 navires chrétiens, profitant d'un vent favorable et de la supériorité de leur construction navale, ont traversé la flotte ottomane en infligeant des dégâts considérables. Les galères génoises, plus hautes que les navires turcs, déversaient des projectiles, du feu grégeois et des pierres sur les embarcations ennemies qui tentaient de les aborder. Les marins ottomans, qui étaient pour beaucoup des terriens convertis en matelots et manquaient d'expérience maritime, ne parvenaient pas à coordonner leurs attaques. Mehmed, qui assistait à la bataille depuis la côte, est entré dans une rage telle qu'il a poussé son cheval dans l'eau, selon certains récits probablement exagérés. Les 4 navires ont réussi à atteindre la Corne d'Or et à franchir la chaîne. C'était une victoire minuscule en termes stratégiques. Quelques centaines de soldats et quelques tonneaux de provisions. Mais c'était une victoire psychologique immense pour les défenseurs. Et c'était une humiliation insupportable pour Mehmed. La réponse du sultan a été l'un des coups les plus audacieux de l'histoire militaire. Ne pouvant pas forcer la chaîne, il a décidé de contourner l'obstacle de la manière la plus improbable qui soit, en faisant transporter ses navires par voie terrestre. Derrière la colonie génoise de Péra, il y a une colline qui sépare le Bosphore de la Corne d'Or. Mehmed a fait construire une route en planches de bois graissées à la graisse animale, sur laquelle environ 70 navires ont été hissés et traînés par des bœufs et des milliers de soldats, sur une distance d'environ 2 kilomètres, par-dessus la colline, jusqu'à la Corne d'Or. L'opération a été menée de nuit, en secret, et quand les défenseurs se sont réveillés le matin du 22 avril, ils ont découvert une flotte ottomane dans la Corne d'Or, derrière la chaîne, prête à attaquer les murailles maritimes du nord. L'effet sur le moral des défenseurs a été catastrophique. La Corne d'Or, qui avait été leur flanc sûr, était maintenant menacée. Il fallait diviser les maigres effectifs de la garnison pour couvrir une ligne de défense beaucoup plus longue. Les Vénitiens ont tenté une contre-attaque nocturne pour incendier les navires ottomans dans la Corne d'Or, mais l'opération a été trahie, probablement par les Génois de Péra, qui cherchaient à ménager les deux camps, et les navires d'attaque ont été coulés par les canons turcs positionnés sur la colline au-dessus. Les semaines qui ont suivi ont été un lent étranglement. Le bombardement continuait, jour après jour, démolissant les murailles centimètre par centimètre. Les défenseurs réparaient toujours, mais l'épuisement s'accumulait. Les hommes dormaient à peine, mangeaient mal, travaillaient dans la poussière et la fumée. Les blessés s'entassaient dans les églises transformées en hôpitaux de fortune. Les morts étaient enterrés à la hâte dans des fosses communes. La nourriture commençait à manquer. Le vin et la viande étaient rationnés. Les chevaux, trop précieux pour être abattus, maigrissaient dans leurs écuries. À l'intérieur de la ville, les tensions montaient. Les Vénitiens et les Génois se querellaient sur les responsabilités et les priorités de la défense. Les anti-unionistes continuaient à refuser de combattre aux côtés des Latins. Des rumeurs se répandaient. Une armée de secours était en route, ou bien la ville était trahie de l'intérieur, ou bien des signes divins annonçaient la victoire, ou la défaite.
Un brouillard inhabituel a enveloppé la ville pendant plusieurs jours à la fin du mois de mai, et les plus superstitieux y ont vu un mauvais présage. Puis, le soir du 26 mai, un phénomène lumineux étrange a été observé au sommet du dôme de Sainte-Sophie, que certains ont décrit comme un halo rouge, et d'autres comme une lumière qui semblait monter vers le ciel. Les défenseurs y ont vu le signe que le Saint-Esprit quittait la ville. Constantin a essayé de calmer la population, mais la peur était palpable. Mehmed aussi avait ses doutes. Le siège durait depuis plus de 6 semaines, et la ville tenait toujours. Les pertes ottomanes étaient considérables, surtout parmi les troupes irrégulières envoyées en première ligne lors des assauts. Le moral de l'armée commençait à fléchir. Certains conseillers du sultan, notamment le grand vizir Halil Pacha, préconisaient de lever le siège et de négocier. Halil Pacha était un homme de l'ancienne école, prudent, favorable à la coexistence avec Byzance et probablement corrompu par l'or byzantin, bien que les preuves soient indirectes. Il représentait le courant au sein de l'élite ottomane qui préférait une approche graduelle, fondée sur le commerce et le tribut, plutôt que sur la conquête brutale. Mais Mehmed ne voulait pas négocier. Il voulait Constantinople. Il voulait cette ville avec une intensité qui dépassait le calcul stratégique et touchait à l'obsession personnelle. Pour lui, prendre Constantinople n'était pas seulement une victoire militaire. C'était l'accomplissement d'une prophétie attribuée au prophète Mohammed lui-même, qui aurait dit que Constantinople serait un jour conquise par les musulmans et que le commandant qui la prendrait serait béni. Mehmed voulait être ce commandant. Il voulait entrer dans l'histoire comme l'homme qui avait accompli la prophétie. Il a donc décidé de lancer un assaut général. La date choisie était le mardi 29 mai 1453. Le lundi 28, Mehmed a ordonné un jour de repos et de prière pour toute l'armée. Les soldats se sont lavés, ont prié, ont aiguisé leurs armes. Des feux ont été allumés dans tout le camp, si nombreux que les défenseurs sur les murailles ont cru pendant un instant que l'armée ottomane était en feu. Puis les feux se sont éteints et un silence lourd est tombé sur le camp. Ce silence était plus effrayant que le bruit. De l'autre côté des murailles, dans la ville, la même nuit, une dernière procession religieuse a eu lieu. Pour la première et la dernière fois, les orthodoxes et les catholiques ont prié ensemble, côte à côte, dans les rues de Constantinople. Les icônes ont été sorties des églises et portées le long des remparts. Les prêtres chantaient, les femmes pleuraient, les enfants marchaient en silence. Constantin le XIe a participé à la procession. Puis, il s'est rendu à Sainte-Sophie pour une dernière liturgie. Après la messe, il est retourné au palais des Blachernes, a pris congé de sa cour, a demandé pardon à ceux qu'il avait pu offenser et est monté sur les murailles. Il ne reviendra pas. L'assaut final a commencé dans les premières heures du mardi 29 mai, probablement vers 1 heure du matin. Mehmed a lancé ses troupes en 3 vagues successives, une tactique calculée pour épuiser les défenseurs avant d'engager ses meilleures unités. La première vague était composée de troupes irrégulières, des bashi bazouks, des soldats indisciplinés et mal équipés, souvent des volontaires attirés par la promesse du pillage. Ils étaient des milliers, et leur rôle n'était pas de prendre la ville, mais d'absorber les flèches, les pierres et le feu grégeois des défenseurs, de les fatiguer, de les forcer à utiliser leurs munitions. Les bashi-bazouks ont été lancés contre les murailles avec des échelles, dans l'obscurité, dans le bruit et la confusion. Beaucoup sont morts sans même atteindre le pied des murs. Ceux qui ont atteint les remparts ont été repoussés. Après environ 2 heures de combat, Mehmed les a rappelés. La deuxième vague était composée de troupes régulières anatoliennes, mieux équipées, mieux entraînées, plus disciplinées. Elles ont attaqué en formation serrée, protégées par des boucliers,
soutenus par le feu de l'artillerie qui tirait par-dessus leurs têtes sur les remparts. Le combat a été féroce. À un moment, un groupe de soldats anatoliens a réussi à pénétrer par une brèche dans le mur extérieur, mais Giustiniani et ses hommes les ont contre-attaqués et repoussés. Après environ 1 heure de combat, la deuxième vague a aussi été repoussée. Il y a eu alors un moment de flottement. Les défenseurs, épuisés mais exaltés par leur résistance, ont cru que le pire était passé. Ils avaient tort. Mehmed avait gardé ses meilleures troupes pour la fin, les janissaires. Les janissaires ont avancé en silence, en rang serré, au son régulier des tambours et des fifres. Ils ne criaient pas, ne se précipitaient pas. Ils marchaient vers les murailles avec une discipline qui glaçait le sang. Ils portaient des armures blanches et des bonnets caractéristiques. Ils étaient environ 10 000. Et ils étaient les meilleurs soldats du monde connu. L'assaut des janissaires a été le moment décisif. Le combat a été d'une violence extrême. Les janissaires attaquaient en vagues continues, remplaçant immédiatement chaque homme tombé par un autre. Les défenseurs se battaient avec l'énergie du désespoir. Le secteur le plus critique était toujours celui de la porte Saint-Romain, où Giustiniani et ses Génois tenaient la ligne. C'est alors que 2 événements se sont produits, presque simultanément, qui ont fait basculer le sort de la bataille. Le premier est la blessure de Giustiniani. Vers le milieu de la nuit, ou les premières lueurs de l'aube selon les sources, le commandant génois a été touché par un projectile, probablement un boulet de petit calibre ou un carreau d'arbalète, qui a pénétré sa cuirasse au niveau du bras ou de la poitrine. La blessure était grave, mais pas immédiatement mortelle. Giustiniani a demandé à être évacué vers l'arrière. Constantin l'a supplié de rester, lui disant que sa présence sur les remparts était indispensable au moral des troupes. Mais Giustiniani a insisté. On lui a ouvert une porte dans le mur intérieur pour l'évacuer. La vue de leur commandant porté sur une civière a eu un effet dévastateur sur les défenseurs génois. La panique a commencé à se répandre. Des soldats ont quitté leur poste pour suivre Giustiniani vers les navires du port. La porte qui avait été ouverte pour l'évacuation n'a pas été refermée immédiatement, ou a été mal fermée. Les détails varient selon les sources. Ce qui est certain, c'est que la défense du secteur le plus critique des murailles a commencé à se désorganiser. Le deuxième événement est la découverte d'une porte ouverte. Une petite porte, la Carcoporta, située dans l'angle entre les murailles terrestres et les murailles de la Corne d'Or, avait apparemment été laissée ouverte ou mal verrouillée. Un groupe de janissaires l'a découverte et s'est engouffré par cette ouverture. Ils se sont retrouvés entre les 2 lignes de murailles, dans le péribole, et ont commencé à monter sur le mur intérieur par derrière. Le premier drapeau ottoman a été planté sur les remparts. Quand les défenseurs sur les autres sections des murailles ont vu le drapeau turc flotter sur les tours, la panique s'est propagée comme une traînée de poudre. La ligne de défense s'est effondrée. Des soldats ont abandonné leur poste et couru vers les ports pour essayer de s'enfuir par mer. D'autres se sont réfugiés dans les églises. Les civils qui avaient participé à la défense ont jeté leurs armes et fui vers leurs maisons. Constantin le XIe est resté sur les murailles. Les derniers moments de sa vie sont enveloppés de légendes et il est difficile de séparer les faits de la mythologie qui s'est cristallisée autour de sa mort. Ce que la plupart des sources s'accordent à dire, c'est qu'il a compris que la ville était perdue, qu'il a ôté les insignes impériaux pour ne pas être reconnu, et qu'il s'est jeté dans la mêlée avec son épée, cherchant la mort au combat plutôt que la captivité. Son corps n'a jamais été identifié avec certitude. Certaines sources disent qu'il a été décapité et que sa tête a été présentée à Mehmed. D'autres disent qu'il a disparu dans la foule des combattants et que son corps n'a jamais été retrouvé. Cette disparition a alimenté une légende selon laquelle le dernier empereur avait été transformé en marbre par un ange et dormait sous la terre, attendant le jour où Constantinople serait libérée.
Mehmed est entré dans la ville dans l'après-midi du 29 mai. Il a chevauché à travers les rues dévastées, escorté par ses janissaires, jusqu'à Sainte-Sophie. Quand il est arrivé devant la grande basilique, il est descendu de cheval et s'est agenouillé. Il a pris une poignée de terre et l'a versée sur son turban en signe d'humilité devant Dieu. Puis il est entré dans le bâtiment. L'intérieur de Sainte-Sophie, en ce jour de mai 1453, est une scène qu'il faut essayer d'imaginer. La grande basilique, construite par Justinien au VIe siècle, est l'un des bâtiments les plus extraordinaires jamais érigés par l'être humain. Le dôme, qui culmine à 55 mètres au-dessus du sol, semble flotter dans l'air, soutenu par un système de pendentifs et de demi-dômes qui distribue le poids de manière presque miraculeuse. Les murs sont recouverts de mosaïques d'or et de verre colorés qui captent et reflètent la lumière de manière à créer une atmosphère de luminosité surnaturelle. Les colonnes sont en marbre, en porphyre, en granit, certaines récupérées dans les temples antiques de l'Égypte et de la Grèce. Le sol est recouvert de dalles de marbre blanc et vert. Ce jour-là, à l'intérieur de la basilique, des centaines de civils se sont réfugiés, croyant que les murs sacrés les protégeraient. Ils priaient, ils pleuraient, ils serraient leurs enfants contre eux. Quand les portes ont été enfoncées et que les soldats ottomans sont entrés, c'est la scène que Mehmed a trouvée. Les récits de ce qui s'est passé ensuite varient considérablement. Les chroniqueurs chrétiens décrivent un massacre et un pillage d'une violence extrême. Les sources ottomanes sont plus retenues. Ce qui est historiquement certain, c'est que Mehmed a accordé 3 jours de pillage à ses troupes, conformément à la coutume militaire de l'époque pour une ville prise d'assaut. Pendant ces 3 jours, des habitants ont été tués, des femmes ont été violées, des maisons ont été pillées, des églises ont été dépouillées de leurs trésors. Mais il est aussi vrai que Mehmed a pris des mesures pour limiter les destructions. Il a ordonné que les bâtiments ne soient pas incendiés, il a racheté certains prisonniers importants, il a protégé certains quartiers. Sainte-Sophie a été immédiatement convertie en mosquée. Les mosaïques chrétiennes n'ont pas été détruites, chose remarquable, mais elles ont été recouvertes de plâtre. Un mihrab indiquant la direction de la Mecque a été installé. Un minaret a été ajouté, puis 3 autres au cours des décennies suivantes. Le bâtiment, qui avait été pendant près de 1000 ans le centre spirituel de la chrétienté orientale, est devenu le centre spirituel de l'islam ottoman. Et il est resté un lieu de culte jusqu'au XXe siècle, quand Atatürk l'a transformé en musée en 1934, avant qu'il ne redevienne mosquée en 2020. Les jours qui ont suivi la chute ont été décisifs pour l'avenir de la ville et de l'Empire. Mehmed, qui avait 21 ans, a pris une série de décisions qui révèlent la complexité de son projet politique. Il ne voulait pas simplement conquérir Constantinople. Il voulait en faire sa capitale, le centre d'un empire universel qui serait l'héritier à la fois de Rome, de Byzance et du califat islamique. Sa première décision a été de repeupler la ville. Constantinople, déjà dépeuplée avant le siège, avait perdu une partie supplémentaire de sa population par la mort, la fuite et l'esclavage. Mehmed a ordonné le transfert de population depuis d'autres régions de l'Empire. Des Turcs, des Grecs, des Arméniens, des Juifs, des Slaves ont été installés dans les différents quartiers de la ville. Les communautés religieuses ont été organisées selon le système du millet, qui accordait à chaque groupe confessionnel une autonomie interne en matière de droit civil, de religion et d'éducation, sous l'autorité d'un chef religieux responsable devant le sultan. Le patriarche orthodoxe a été maintenu en fonction, bien que sous contrôle ottoman, et les églises, à l'exception de Sainte-Sophie et de quelques autres converties en mosquées, ont été laissées aux chrétiens. Cette politique de tolérance relative, qui peut surprendre quand on pense à la violence du siège, était en réalité un calcul politique d'une grande lucidité. Mehmed avait besoin d'une ville vivante,
prospère, productive, pas d'un champ de ruines peuplé de fantômes. Il avait besoin des artisans grecs, des marchands arméniens, des médecins juifs, des banquiers italiens. Il avait besoin de la diversité humaine qui avait fait la richesse de Constantinople pendant des siècles. Et il comprenait que la meilleure façon de contrôler des populations conquises était de leur donner assez de liberté pour qu'elles aient intérêt à coopérer. La ville a été rebaptisée. Le nom officiel ottoman était Constantiniye, une arabisation directe de Constantinople. Mais le nom populaire, Istanbul, dérivé probablement du grec Eistin Pauline, vers la ville, s'est progressivement imposé dans l'usage courant. Des travaux de reconstruction massive ont été entrepris. Mehmed a fait construire un nouveau palais, le palais de Topkapi, sur la pointe de la péninsule, à l'emplacement de l'ancienne acropole. Il a fait construire des mosquées, des bains, des écoles, des caravansérails, des marchés. Le Grand Bazar, qui deviendra l'un des plus grands marchés couverts du monde, a été fondé peu après la conquête. La population de la ville, qui était tombée à quelques dizaines de milliers, a commencé à remonter, atteignant 200 000 avant la fin du siècle et un demi-million au XVIe siècle. Mehmed a également lancé un programme culturel ambitieux. Il a invité des savants, des artistes, des architectes de tout le monde musulman et même du monde chrétien. Il a fait venir le peintre italien Gentile Bellini à sa cour pour réaliser son portrait, un geste extraordinaire pour un sultan musulman à une époque où la représentation figurative humaine était théoriquement interdite par la tradition islamique. Il a constitué une bibliothèque qui comprenait des ouvrages en grec, en latin, en arabe, en persan et en turc. Il a fait traduire des textes classiques et patronné des poètes, des historiens et des philosophes. Mais Mehmed n'était pas seulement un mécène, c'était aussi un conquérant qui n'avait pas fini de conquérir. Après Constantinople, il a tourné ses regards vers le reste du monde grec. Le Péloponnèse a été conquis en 1460. Trébizonde, le dernier État grec indépendant sur les bords de la mer Noire, est tombé en 1461. La Serbie a été définitivement annexée. La Bosnie est tombée en 1463. L'Albanie a résisté plus longtemps grâce au génie militaire de Skanderbeg, mais elle a fini par être soumise après sa mort. Les îles de la mer Égée sont tombées une par une. La Crimée est passée sous protectorat ottoman. En quelques décennies, Mehmed a transformé l'Empire ottoman d'une puissance régionale en un empire mondial. Il a aussi tenté de conquérir l'Italie. En 1480, une armée ottomane a débarqué à Otrante, dans le sud de l'Italie, et a pris la ville. L'Europe a été saisie de panique. Le pape a envisagé de fuir Rome. Mais Mehmed est mort en 1481, probablement empoisonné, et l'expédition italienne a été abandonnée. Si Mehmed avait vécu 10 ans de plus, l'histoire de l'Italie et de l'Europe aurait pu être radicalement différente. La mort de Mehmed a mis fin à l'ère des grandes conquêtes, mais l'empire qu'il avait construit a continué à s'étendre sous ses successeurs. Bayezid le II, Sélim le Ier et Soliman le Magnifique ont porté les frontières ottomanes jusqu'aux portes de Vienne, jusqu'au Yémen, jusqu'à l'Algérie. Constantinople, devenue Istanbul, est restée la capitale de cet empire jusqu'à sa dissolution en 1922. Et tout cela remonte à ce mardi de mai 1453. Mais revenons un instant en arrière, aux heures qui ont suivi la chute, et regardons ce que les témoins ont vu et raconté. Les récits du siège et de la chute de Constantinople sont remarquablement nombreux et détaillés pour un événement du XVe siècle. Nous disposons de témoignages de participants des deux côtés, chrétiens et ottomans, ainsi que de récits d'observateurs neutres ou semi-neutres. Du côté chrétien, les principales sources sont les récits de Niccolò Barbaro, un chirurgien vénitien qui a tenu un journal quotidien du siège, de Léonard de Chio,
l'archevêque de Lesbos qui était présent dans la ville, de Doukas, un historien byzantin qui a recueilli des témoignages de première main, de Laonikos Chalkokondyles, un autre historien byzantin, et de Georges Sphrantzès, un proche confident de l'empereur Constantin, qui a rédigé un mémoire de ces événements. Du côté ottoman, les principales sources sont les récits de Tursun Beg, un secrétaire de Mehmed qui a participé au siège, et de plusieurs historiens ottomans ultérieurs qui ont eu accès à des archives et à des témoignages oraux. Ces sources ne s'accordent pas sur tous les détails, loin de là. Le nombre exact de défenseurs, le nombre de victimes, les circonstances exactes de la mort de Constantin, le rôle précis de la Quercoporta, tout cela fait l'objet de débats entre historiens depuis des siècles. Mais sur les grandes lignes, l'ensemble des sources est remarquablement cohérent. Et c'est cette cohérence qui permet de reconstituer les événements avec un degré de certitude raisonnable. Il y a des détails dans ces récits qui frappent par leur humanité. Barbaro raconte comment, pendant le bombardement, les femmes de Constantinople portaient de l'eau et de la nourriture aux défenseurs sur les remparts. Doukas décrit la scène dans Sainte-Sophie où les civils priaient en attendant le miracle qui ne viendrait pas. Sphrantzès raconte les dernières paroles de Constantin, son refus de fuir, sa résolution calme face à la mort. Tursun Beg, du côté ottoman, décrit l'exaltation des janissaires au moment de l'assaut final, la discipline implacable de leur rang, le son des tambours qui battaient dans l'obscurité. Un détail particulièrement saisissant concerne les pigeons. Selon plusieurs sources, lorsque les premières explosions d'artillerie ont retenti au début du siège, des milliers de pigeons qui nichaient dans les tours et les corniches des murailles se sont envolés d'un coup, formant un nuage dense au-dessus de la ville. Les défenseurs y ont vu un mauvais présage, comme si les âmes quittaient Constantinople avant les habitants eux-mêmes. Un autre détail concerne la musique. Pendant les semaines de siège, les Ottomans ont utilisé la musique comme arme psychologique. Des orchestres militaires, les métères, jouaient jour et nuit aux abords des murailles, combinant des percussions graves, des cymbales, des hautbois et des cloches. Le bruit était continu, lancinant, conçu pour empêcher les défenseurs de dormir et pour saper leur morale. Les chroniqueurs chrétiens décrivent cette musique comme un son infernal, tandis que les sources ottomanes la présentent comme un chant de victoire. Que s'est-il passé pour les survivants de la chute? Les destins ont été extraordinairement variés. Certains Grecs sont morts pendant l'assaut ou ont été réduits en esclavage. D'autres ont été libérés, soit par rachat, soit par la grâce de Mehmed. Certains ont prospéré sous le régime ottoman, devenant des fonctionnaires, des interprètes, des marchands. La famille Cantacuzène, l'une des grandes familles de l'aristocratie byzantine, s'est maintenue pendant des siècles sous la domination ottomane, jouant un rôle important dans l'administration de l'Empire. Le patriarcat orthodoxe de Constantinople a survécu, et dans un certain sens, il a même gagné en influence, puisque le sultan l'a reconnu comme l'autorité religieuse suprême sur tous les chrétiens orthodoxes de l'Empire. Beaucoup de Grecs ont fui vers l'Occident, emportant avec eux des manuscrits, des connaissances, des traditions intellectuelles qui ont fertilisé la Renaissance italienne. Le cardinal Bessarion, qui avait été métropolite de Nicée avant de se convertir au catholicisme, a constitué à Venise une collection de manuscrits grecs qui est devenue le noyau de la bibliothèque martienne. Georges de Trébizonde est devenu traducteur à la cour pontificale. Jean Argyropoulos a enseigné le grec à Florence, où Lorenzo de Médicis a été l'un de ses élèves. Le flux de savants grecs vers l'Italie, qui avait commencé avant la chute, s'est considérablement accéléré après 1453, et il a contribué de manière décisive à la redécouverte de Platon, d'Aristote, de Thucydide, d'Hérodote et de dizaines d'autres auteurs classiques en Occident.
Giovanni Giustiniani, le commandant génois blessé pendant l'assaut, a été évacué par bateau vers l'île de Chios, mais il est mort de ses blessures quelques jours plus tard. Lucas Notaras, le grand-duc qui avait préféré le turban du sultan à la mitre du cardinal, a été capturé et initialement traité avec honneur par Mehmed. Mais quelques jours après la chute, le sultan l'a fait exécuter, peut-être parce qu'il le soupçonnait de comploter, peut-être pour éliminer un rival potentiel, peut-être pour des raisons personnelles, liées à un refus de Notaras de lui livrer son jeune fils. Les sources divergent sur les motifs. Le cardinal Isidore de Kiev, qui avait célébré la messe d'union à Sainte-Sophie, a été capturé mais non reconnu. Il a réussi à s'enfuir déguisé en mendiant et à regagner Rome, où il a vécu jusqu'à un âge avancé, traumatisé par ce qu'il avait vu. Halil Pacha, le grand vizir qui avait conseillé à Mehmed de lever le siège, a été arrêté peu après la chute et exécuté. Mehmed n'oubliait pas ceux qui avaient douté de lui. La nouvelle de la chute de Constantinople s'est répandue à travers l'Europe avec une lenteur que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Il a fallu des semaines pour que les premières rumeurs atteignent Venise, Rome, Paris, Londres. Et quand la nouvelle est arrivée, elle a provoqué un choc profond, mais pas les actions que l'on aurait pu attendre. Le pape Nicolas V a lancé un appel à une croisade, mais cet appel est resté sans effet. Les rois et les princes d'Europe ont exprimé leur consternation, prononcé des discours émouvants, ordonné des prières publiques, mais n'ont envoyé ni armée ni flotte. La seule réaction militaire significative a été celle de Jean Hunyadi, le régent de Hongrie, qui a réussi à repousser les Ottomans devant Belgrade en 1456, mais cette victoire, bien que stratégiquement importante, n'a pas inversé la tendance générale. Pourquoi cette passivité ? Les raisons sont multiples. D'abord, comme nous l'avons vu, les puissances européennes étaient absorbées par leurs propres conflits. Ensuite, Constantinople, bien qu'elle fût symboliquement importante, n'avait plus de valeur stratégique réelle pour l'Occident depuis des décennies. Les routes commerciales vers l'Orient passaient désormais par d'autres voies. Venise et Gênes pouvaient commercer avec les Ottomans aussi bien qu'avec les Byzantins. Et enfin, il y avait un sentiment souterrain, rarement exprimé ouvertement mais bien réel, que les Grecs avaient mérité leur sort en refusant l'union avec Rome. La chute de Constantinople était pour certains théologiens occidentaux un châtiment divin pour le schisme. Ce sentiment, qui nous paraît aujourd'hui d'une cruauté absurde, illustre un aspect important de la mentalité médiévale, la conviction que les événements historiques étaient l'expression directe de la volonté de Dieu. Si Constantinople était tombée, c'est que Dieu l'avait voulu. Et si Dieu l'avait voulu, c'est que les Byzantins avaient péché. Cette logique circulaire permettait de concilier la douleur de la perte avec l'acceptation de l'inévitable. Du côté musulman, la réaction a été tout autre. La prise de Constantinople a été célébrée comme l'une des plus grandes victoires de l'islam. Mehmed a reçu le titre de Fatih, le conquérant, qui reste attaché à son nom jusqu'aujourd'hui. Des poèmes ont été composés en son honneur. Des historiens ont comparé sa conquête à celle du prophète Mohammed et des premiers califes. La chute de Constantinople a renforcé le prestige des Ottomans dans l'ensemble du monde musulman et a légitimé leur prétention à être les champions de l'islam sunnite. Mais il serait réducteur de présenter la conquête uniquement en termes religieux. Mehmed ne concevait pas son empire comme un État exclusivement musulman. Il se voyait comme l'héritier de tous les empires qui l'avaient précédé, romains, byzantins, seldjoukides, mongols. Il a pris le titre de Kayseri Rome, empereur de Rome, en plus de celui de sultan. Il a fait venir à sa cour des savants chrétiens et juifs. Il a protégé les communautés non musulmanes de sa capitale. Son projet était impérial au sens le plus large du terme, un projet de domination universelle qui transcendait les frontières religieuses.
Ce projet s'inscrivait dans une tradition qui remontait aux origines de l'Empire ottoman. Les premiers sultans n'étaient pas des théocrates. Ils étaient des pragmatiques qui utilisaient la religion comme un instrument de légitimation et de mobilisation, mais qui gouvernaient sur la base d'intérêts dynastiques, militaires et commerciaux. L'Empire ottoman a toujours été un empire multiethnique et multiconfessionnel, et cette diversité était une source de force autant que de tension. Maintenant, élargissons notre regard et examinons les conséquences à long terme de la chute de Constantinople, au-delà de l'événement lui-même. La conséquence la plus immédiate a été la disparition de l'Empire byzantin, qui avait existé sous une forme ou une autre pendant plus de 1000 ans. Cette disparition n'était pas seulement la fin d'un État, c'était la fin d'une civilisation. L'Empire byzantin avait été le gardien de l'héritage culturel grec et romain pendant tout le Moyen Âge. Il avait préservé les textes de Platon et d'Aristote, les traités de médecine de Galien, les œuvres d'Homère et de Sophocle, à une époque où l'Europe occidentale avait en grande partie perdu le contact avec ses sources. Il avait développé une tradition artistique d'une richesse extraordinaire, dont les icônes et les mosaïques sont les manifestations les plus connues. Il avait créé un système juridique sophistiqué qui a influencé le droit de nombreux pays. Et il avait été le berceau du christianisme orthodoxe, une tradition religieuse qui continue à compter des centaines de millions de fidèles aujourd'hui. La fin de Byzance a été un traumatisme culturel dont les échos se font sentir jusqu'à nos jours. En Grèce, la chute de Constantinople reste un événement fondateur de l'identité nationale, un deuil collectif qui a nourri les mouvements d'indépendance du XIXe siècle et qui continue à influencer les relations entre la Grèce et la Turquie. En Russie, la chute de Constantinople a été interprétée comme un transfert de la mission divine de Byzance vers Moscou, la troisième Rome, une idée qui a profondément influencé l'idéologie impériale russe et qui ressurgit périodiquement dans le discours politique contemporain. Dans le monde musulman, la conquête reste un objet de fierté, un rappel de l'époque où la civilisation islamique était la plus puissante du monde. Sur le plan géopolitique, la chute de Constantinople a eu des conséquences considérables. Elle a fermé définitivement la route terrestre de la soie, ou du moins, elle l'a rendue plus coûteuse et plus dangereuse pour les marchands européens. Cette fermeture a poussé les puissances maritimes européennes, d'abord le Portugal puis l'Espagne, à chercher des routes alternatives vers l'Asie, par mer. Christophe Colomb, qui a traversé l'Atlantique en 1492, cherchait un passage vers les Indes par l'ouest, et cette quête était en partie motivée par la nécessité de contourner le verrou ottoman. Vasco de Gama, qui a atteint l'Inde en 1498 en contournant l'Afrique, a ouvert une route maritime qui a transformé l'économie mondiale. On peut donc tracer une ligne, certes indirecte mais réelle, entre la chute de Constantinople et la découverte de l'Amérique, entre Mehmed le Conquérant et l'ère des grandes explorations européennes. L'influence de la chute sur la Renaissance italienne est plus directe et mieux documentée. Comme nous l'avons mentionné, l'afflux de savants grecs en Italie a considérablement accéléré la redécouverte des textes classiques. Mais il serait inexact de dire que la Renaissance a été causée par la chute de Constantinople. Le mouvement humaniste avait commencé bien avant 1453 avec Pétrarque au XIVe siècle. Ce que la chute a fait, c'est accélérer un processus déjà en cours en augmentant brusquement le nombre de savants, de manuscrits et d'idées disponibles en Occident. Sur le plan militaire, la chute de Constantinople a marqué une révolution dans l'art de la guerre. L'utilisation réussie de l'artillerie lourde contre les fortifications a montré que les murailles médiévales, qui avaient été le fondement de la défense européenne pendant des siècles, étaient désormais obsolètes. Les ingénieurs militaires ont dû repenser complètement l'architecture des fortifications, ce qui a conduit à l'invention de la trace italienne,
un style de fortification basé sur des bastions angulaires et des murs plus bas mais plus épais, capables de résister aux canons. Cette révolution architecturale a transformé la guerre en Europe et a eu des conséquences sociales et politiques profondes, car la construction de ces nouvelles fortifications était extrêmement coûteuse, ce qui a favorisé la centralisation du pouvoir entre les mains des rois et des princes, au détriment de la petite noblesse féodale. Il faut aussi parler de ce que la chute de Constantinople a signifié pour l'idée même d'empire. Pendant plus de 1000 ans, l'Empire romain d'Orient avait incarné une certaine idée de la continuité politique et culturelle. Il reliait le monde antique au monde médiéval, la République romaine à la monarchie chrétienne, la philosophie grecque à la théologie orthodoxe. Sa disparition a créé un vide symbolique que de nombreuses puissances ont essayé de combler. Les Ottomans, en se proclamant héritiers de Rome, ont revendiqué cet héritage. Les Russes, avec la théorie de la Troisième Rome, ont fait de même. Les Habsbourg, en tant qu'empereurs du Saint-Empire romain germanique, ont revendiqué une continuité avec l'Empire de Charlemagne et, à travers lui, avec Rome. Napoléon, des siècles plus tard, a consciemment imité le modèle impérial romain. L'idée que Constantinople était le centre du monde, qu'elle était la ville charnière entre l'Orient et l'Occident, a survécu à sa chute et continue à influencer la pensée géopolitique. Revenons maintenant à Mehmed lui-même, dans les années qui ont suivi la conquête, pour comprendre comment il a transformé sa victoire militaire en un projet de civilisation. Mehmed le Conquérant a régné pendant encore 28 ans après la chute de Constantinople, jusqu'à sa mort en 1481. Ces années ont été marquées par une activité incessante, à la fois militaire et culturelle. Sur le plan militaire, il a mené des campagnes presque continues, étendant les frontières de l'Empire dans toutes les directions. Mais c'est sur le plan institutionnel et culturel que son œuvre est peut-être la plus remarquable. Il a promulgué un code de loi, le Kanuname, qui organisait l'administration de l'Empire, fixait les devoirs et les droits des différentes classes sociales, réglementait le commerce et la fiscalité. Ce code n'était pas basé uniquement sur la loi islamique. Il incorporait des éléments du droit byzantin, du droit coutumier turc et des pratiques administratives héritées des Mongols. C'était un système juridique syncrétique, adapté à un empire multiculturel, et il a servi de fondement à la gouvernance ottomane pendant des siècles. Mehmed a aussi institutionnalisé une pratique qui nous semble particulièrement brutale, la loi du fratricide. Cette loi stipulait que le sultan, à son accession au trône, avait le droit de faire exécuter ses frères pour éviter les guerres civiles de succession. Mehmed lui-même l'a appliquée. Il a fait étrangler son demi-frère encore enfant, peu après son accession au trône. Cette pratique, qui a été suivie par plusieurs de ses successeurs, était une réponse pragmatique au problème de la succession dans un empire où il n'y avait pas de règle de primogéniture fixe et où les guerres entre princes rivaux avaient failli détruire l'État à plusieurs reprises. Elle nous choque, mais elle reflète une logique politique où la stabilité de l'Empire primait sur toute considération morale individuelle. Le palais de Topkapi, que Mehmed a fait construire dans les années qui ont suivi la conquête, est un monument qui résume parfaitement la complexité de son projet. Ce n'est pas un château médiéval, ni un palais de style européen. C'est un ensemble de pavillons, de cours, de jardins et de kiosques, disposés autour de 4 cours successives, chacune plus privée que la précédente. L'architecture est discrète, presque modeste vue de l'extérieur, mais les intérieurs sont d'un luxe raffiné. Les murs sont recouverts de céramique dyznique, bleu et blanc, aux motifs floraux et géométriques d'une délicatesse exquise. Les plafonds sont peints et dorés. Les fontaines murmurent dans les cours ombragées. C'est un espace conçu pour le pouvoir, mais aussi pour la méditation, la lecture, la contemplation. Le harem, qui deviendra plus tard un centre de pouvoir politique à part entière, est encore modeste sous Mehmed.
Mais le palais contient déjà tous les éléments qui feront de Topkapi l'un des centres de pouvoir les plus fascinants du monde. La salle du trône, où le sultan reçoit les ambassadeurs, le trésor, où sont conservées les reliques sacrées de l'islam, la bibliothèque, où sont rassemblés des manuscrits de toutes les traditions intellectuelles du monde connu, les cuisines gigantesques qui nourrissent des milliers de personnes chaque jour. Mehmed était aussi un urbaniste visionnaire. Il a compris que la puissance d'une capitale se mesure à sa capacité à attirer et à intégrer des populations diverses. Il a fait construire des quartiers entiers pour les communautés déplacées ou immigrées. Il a créé des fondations pieuses qui finançaient des hôpitaux, des écoles, des hospices, des bains publics et des fontaines. Il a encouragé le commerce en réduisant les taxes pour les marchands qui s'installaient à Constantinople. En quelques décennies, la ville est redevenue l'une des plus grandes et des plus cosmopolites du monde, un carrefour où se croisaient des marchands persans, des artisans arméniens, des banquiers juifs, des diplomates vénitiens, des érudits arabes, des soldats albanais et des pêcheurs grecs. Le Bosphore, ce détroit qui sépare l'Europe de l'Asie, est devenu sous Mehmed non plus une frontière, mais un axe. Les deux rives étaient reliées par un trafic constant de bateaux, de marchandises et de personnes. Les forteresses qui avaient servi à étrangler Constantinople pendant le siège sont devenues des postes de douane et de surveillance, les gardiens d'une voie commerciale vitale plutôt que les instruments d'un blocus. Mais il serait naïf de peindre un tableau trop idyllique. L'Empire ottoman sous Mehmed était aussi un État autoritaire, militariste, fondé sur la conquête et l'exploitation des populations soumises. Les chrétiens et les juifs, bien que tolérés, étaient des sujets de seconde classe, soumis à des impôts spéciaux, interdits de porter des armes, soumis à des restrictions vestimentaires et à des humiliations symboliques. Le devshirme, le recrutement forcé d'enfants chrétiens, a continué. Les guerres de conquête ont causé des destructions immenses dans les Balkans, en Anatolie et en Méditerranée. Les populations déplacées ont souffert. Les prisonniers de guerre ont été réduits en esclavage. Le contraste entre la splendeur de la capitale et la violence de la frontière est l'une des caractéristiques fondamentales de l'Empire ottoman, comme de la plupart des grands empires de l'histoire. La civilisation qui produisait les céramiques d'Iznik et les miniatures persanes était la même qui empalait les prisonniers et rasait les villages récalcitrants. Cette dualité n'est pas une hypocrisie. C'est la condition même de l'Empire, qui ne peut maintenir l'ordre et la prospérité au centre qu'en exerçant la violence à la périphérie. Mehmed est mort le 3 mai 1481, à l'âge de 49 ans, alors qu'il était en route pour une nouvelle campagne militaire. Les circonstances de sa mort sont mystérieuses. La théorie la plus répandue est qu'il a été empoisonné par son médecin personnel, peut-être sur ordre du grand vizir Karamani Mehmed Pacha, peut-être à l'instigation de son propre fils Bayezid, qui se méfiait des projets de succession de son père. L'autopsie a révélé une inflammation sévère des intestins, compatible avec un empoisonnement, mais aussi avec des causes naturelles. Le mystère n'a jamais été résolu. Sa mort a provoqué une crise de succession immédiate. Ses deux fils, Bayezid et Cem, se sont disputés le trône dans une guerre civile qui a duré plusieurs années. Bayezid a finalement prévalu, et Cem a fini sa vie en exil en Europe, otage précieux que les puissances occidentales ont utilisé comme monnaie d'échange dans leurs négociations avec les Ottomans. Avec le recul de plusieurs siècles, comment évaluer Mehmed le Conquérant et ce qu'il a accompli ? Il fait partie de ces figures historiques qui ont littéralement changé la carte du monde. Avant lui, Constantinople était chrétienne, et l'Empire ottoman était une puissance montante mais encore incertaine. Après lui, Istanbul était musulmane, et l'Empire ottoman était la puissance dominante de la Méditerranée orientale et du Proche-Orient, une position qu'il a conservée pendant 4 siècles. Il a mis fin à un empire millénaire et en a fondé un autre qui a duré presque aussi longtemps. Il a transformé une ville en déclin en une métropole florissante. Il a mêlé les traditions grecques,
turque, persane et arabe dans un syncrétisme culturel qui a produit l'une des civilisations les plus riches de l'histoire. Mais il a aussi causé des souffrances immenses. La conquête de Constantinople, même si elle a été suivie d'une reconstruction, a impliqué la destruction, le massacre et l'esclavage. Les guerres de Mehmed ont dévasté des régions entières. Sa cruauté, même mesurée aux standards de son époque, était notable. Il reste un personnage profondément ambivalent, admiré et haï en même temps, selon la perspective, selon la culture, selon l'époque. La mémoire de la chute de Constantinople a évolué de manière fascinante au fil des siècles. Dans l'immédiat, elle a été un traumatisme pour le monde chrétien et une exaltation pour le monde musulman. Mais avec le temps, les significations se sont complexifiées. En Europe, la chute de Constantinople est devenue un symbole de la fragilité de la civilisation, un avertissement contre la division et la complaisance. Elle a été mobilisée par les propagandistes des croisades tardives, puis par les nationalistes des Balkans, puis par les idéologues de la confrontation entre l'Occident et l'islam. Au XIXe siècle, le romantisme européen a transformé la chute en un drame poétique, avec Constantin le XIe dans le rôle du héros tragique et Mehmed dans celui du conquérant barbare. Les peintres, les poètes et les romanciers ont créé une imagerie qui a puissamment influencé la perception populaire de l'événement, mais qui avait peu de rapport avec la réalité historique. En Grèce, la chute de Constantinople est appelée Alosis, la prise, et elle est commémorée le 29 mai de chaque année. C'est un jour de deuil national. Et c'est aussi un jour qui cristallise les tensions entre la Grèce et la Turquie, deux pays qui partagent une histoire longue et douloureuse. La mégalie idéa, la grande idée, le rêve de reconstituer l'empire byzantin avec Constantinople comme capitale, a été l'un des moteurs du nationalisme grec au XIXe siècle et au début du XXe. Ce rêve s'est brisé en 1922 avec la défaite de la Grèce dans la guerre contre la Turquie kémaliste et l'échange de population qui a suivi. Mais il continue à hanter l'imaginaire grec. En Turquie, la conquête de Constantinople est célébrée comme l'un des événements fondateurs de la nation. Le 29 mai est un jour de fête, marqué par des cérémonies officielles, des reconstitutions historiques et des discours patriotiques. La figure de Mehmed le Conquérant est omniprésente dans la culture turque. Il y a des rues, des ponts, des universités, des hôpitaux qui portent son nom. Le quartier de Fatih, à Istanbul, qui entoure l'ancienne mosquée construite par Mehmed, est l'un des quartiers les plus traditionnels et les plus religieux de la ville. La conversion de Sainte-Sophie en mosquée en 2020 a été explicitement présentée par le gouvernement turc comme un retour à l'héritage de Mehmed. Dans le monde arabe, la mémoire de la chute est plus ambiguë. Les Arabes n'étaient pas directement impliqués dans la conquête, qui était une entreprise turque. Mais la prise de Constantinople par un sultan musulman a été perçue comme une victoire de l'islam dans son ensemble, et elle est souvent citée dans les discours sur la grandeur passée de la civilisation islamique. En Russie, la chute de Constantinople a eu une influence profonde et durable. Après 1453, l'Église orthodoxe russe s'est proclamée la gardienne de la vraie foi, en succession directe de Byzance. Ivan le IIIe, grand prince de Moscou, a épousé Zoé Paléologue, la nièce du dernier empereur byzantin, et a adopté l'aigle bicéphale byzantin comme emblème de la Russie. Son petit-fils Ivan le IVe, dit le Terrible, a pris le titre de tsar, dérivé de César. L'idée que Moscou était la troisième Rome, après Rome et Constantinople, a été formulée par le moine Philoté de Pskov au début du XVIe siècle, et elle est restée un pilier de l'idéologie impériale russe jusqu'à la Révolution de 1917. Elle réapparaît régulièrement dans le discours politique russe contemporain. Il est remarquable de constater à quel point un événement survenu il y a plus de 5 siècles continue d'alimenter des passions, des revendications
et des conflits aujourd'hui. La chute de Constantinople n'est pas un événement clos, rangé dans les archives de l'histoire. C'est un événement vivant qui continue à être interprété, instrumentalisé et contesté. Les historiens modernes, quant à eux, ont essayé de se dégager des passions nationales et religieuses pour examiner l'événement avec une objectivité aussi grande que possible. Les travaux de Stephen Runciman, dont l'ouvrage sur la chute de Constantinople publié en 1965 reste une référence, ont contribué à diffuser une vision nuancée de l'événement dans le monde anglophone. Les historiens turcs comme Halil İnalcik ont apporté une perspective ottomane rigoureuse, basée sur l'exploitation des archives impériales. Les historiens grecs comme Apostolos Vakalopoulos ont documenté les conséquences de la chute sur les populations grecques. Et les historiens de la technologie militaire ont analysé en détail le rôle de l'artillerie et de la logistique dans la victoire ottomane. Ce que ces travaux montrent, c'est que la chute de Constantinople n'a pas été le résultat d'une cause unique. Ce n'était pas seulement les canons, ni seulement le nombre, ni seulement la division des défenseurs, ni seulement l'absence d'aide extérieure. C'était la convergence de tous ces facteurs dans un moment historique particulier qui a produit un résultat que beaucoup considéraient comme impossible. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde de cet événement, que l'impossible devient possible quand les circonstances s'alignent, quand une volonté déterminée rencontre une faiblesse structurelle, quand l'innovation technologique bouleverse les rapports de force établis. Pensons un instant à ce que Constantinople représentait la veille de sa chute. C'était une ville qui avait survécu à tout, aux invasions barbares, aux épidémies de peste, aux tremblements de terre, aux guerres civiles, aux croisées, aux sièges arabes et bulgares. Ces murailles avaient tenu pendant plus de 1000 ans. Ses habitants croyaient, avec une conviction qui nous semble aujourd'hui tragique, que Dieu ne permettrait jamais que la ville tombe. Et pourtant, elle est tombée. En un jour. En quelques heures en réalité, entre le premier assaut nocturne et l'entrée de Mehmed dans Sainte-Sophie. Ce qui est frappant, rétrospectivement, c'est la rapidité avec laquelle l'impensable est devenu la nouvelle normalité. En quelques années, Constantinople est devenue Istanbul, non pas par décret officiel, mais par l'usage quotidien. Les mosquées ont remplacé les églises, non pas toutes, mais suffisamment pour changer le paysage sonore et visuel de la ville. Les appels à la prière ont remplacé les cloches. Les turbans ont remplacé les couronnes. Les bazars ont remplacé les agoras. Et la vie a continué, comme elle continue toujours, avec ses joies et ses peines, ses naissances et ses morts, ses espoirs et ses déceptions. Dans une ville qui avait changé de maître, mais pas de géographie, pas de lumière, pas de vent. Le Bosphore coule toujours entre les mêmes rives. La Corne d'Or reflète toujours la même lumière dorée qui lui a donné son nom. Les mouettes crient toujours au-dessus des eaux. Les pêcheurs jettent toujours leurs lignes depuis le pont de Galata. Et quelque part, sous les couches de béton et d'asphalte modernes, sous les fondations des mosquées et des immeubles, il y a encore les pierres des murailles de Théodose, les mosaïques des palais byzantins, les os des défenseurs qui sont morts un mardi de mai, il y a plus de 500 ans. L'histoire a cette particularité étrange de superposer les couches de mémoire sans jamais en effacer complètement aucune. Istanbul est à la fois une ville turque moderne et une ville byzantine fantôme, une capitale ottomane impériale et une colonie grecque antique, un lieu de prière musulmane et un sanctuaire chrétien endormi. Chaque pas dans ces rues est un pas sur plusieurs siècles à la fois. Chaque pierre porte la trace de plusieurs civilisations. Et c'est cette superposition, cette densité temporelle, qui fait de cette ville l'un des lieux les plus fascinants de la planète. Mehmed le savait. C'est pourquoi il ne voulait pas détruire Constantinople. Il voulait la posséder, l'absorber, la transformer, la prolonger. En un sens, il a réussi. La ville qui existe aujourd'hui est son œuvre, autant que celle de Constantin,
de Justinien ou de Théodose. Et la mémoire de la chute, cette blessure qui refuse de cicatriser complètement, est le ciment paradoxal qui lie ensemble toutes les identités de cette ville impossible. Il y a une dernière image qui mérite d'être évoquée. Le soir du 29 mai 1453, après les combats, après le pillage, après les prières, Mehmed s'est retrouvé seul, ou presque seul, dans le palais des Blachernes, le palais de l'empereur qu'il avait vaincu. Les salles étaient vides, les murs étaient nus, le vent soufflait par les fenêtres brisées. Selon une tradition rapportée par Tursun Beg, le jeune sultan s'est arrêté dans une pièce abandonnée, à regarder autour de lui et à murmurer un vers de poésie persane qui peut se traduire approximativement ainsi. L'araignée tisse sa toile dans le palais des empereurs, et le hibou fait entendre son chant dans les tours d'Aphrasiab. C'est un vers qui parle de la vanité de la puissance, de l'éphémère de la gloire, de l'inévitable passage du temps qui réduit les empires en poussière. Que Mehmed ait réellement prononcé ces mots, ou que la tradition les lui ait attribués après coup, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le sentiment qu'ils expriment, la conscience aiguë, au moment même du triomphe, que tout triomphe est provisoire. Et c'est peut-être la plus profonde vérité de cette histoire. Les empires naissent, grandissent, dominent et disparaissent. Les murailles qui semblent indestructibles finissent par tomber. Les villes qui semblent éternelles changent de nom et de religion. Les hommes qui semblent invincibles meurent, peut-être empoisonnés par leurs propres serviteurs. Mais les histoires survivent. Elles se transmettent de bouche en bouche, de livre en livre, d'écran en écran, de génération en génération. Et c'est par les histoires que nous comprenons qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi le monde a la forme qu'il a. Les eaux du Bosphore continuent de couler entre deux continents. La nuit tombe sur Istanbul. Les lumières de la ville s'allument une par une, des milliers de points dorés qui se reflètent dans l'eau noire. Quelque part, dans un minaret, un mueddin lance l'appel à la prière du soir. Quelque part, dans une église, une bougie brûle devant une icône ancienne. Quelque part, dans un café, un vieil homme raconte une histoire à ses petits-enfants. Et la ville, cette ville qui a vu passer tant de siècles et tant de peuples, cette ville qui a été prise et reprise et transformée et reconstruite, cette ville qui refuse de mourir, s'endort lentement, bercée par le murmure de ses propres souvenirs. Si cette histoire vous a accompagné dans le calme de votre soirée, si elle vous a permis de voyager un peu, de sentir le poids du temps et la fragilité des certitudes, alors elle a rempli son rôle. Vous pouvez laisser ces images s'estomper doucement, comme la lumière qui décline sur le Bosphore. Et si vous souhaitez que d'autres récits vous accompagnent dans vos prochaines nuits, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à suggérer les sujets qui éveillent votre curiosité. Bonne nuit.